Bienvenue sur VED Labs. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'association, enfin du podcast de l'association Vinci EcoDrive, qui est l'association du sport automobile du pôle Léonard de Vinci. Je suis Thibaut Prémor, toujours très content d'être là. Et aujourd'hui, un invité de marque, puisque depuis le début du podcast, dans notre liste de souhaits d'invités, il était dans les premiers, donc on est très content de le recevoir. Je suis flatté. Voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas être gentil, c'est vraiment honnête. Okay, cool. Donc bonjour Walter Peretti. Bonjour. Très content d'être là avec vous, qu'on puisse se poser et puis discuter un peu. On sait que vous avez un emploi du temps assez chargé. C'est pas faux. Voilà, parce que normalement, les podcasts, on les fait plutôt en fin de journée quand on est assez réveillé. Mais là, c'était vraiment 9h, branlement de combat. Voilà, c'était plutôt du matin, mais en même temps, je suis du matin, donc c'est mieux. D'accord. Bon, le but, c'est qu'on vous mette dans les conditions optimales. Et ben voilà. Trop bien. Et pour ceux, peut-être pour les étudiants et pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Je peux me présenter déjà. À l'école, moi, je suis responsable plutôt des aspects cybersécurité aujourd'hui. En fait, quand je suis arrivé, c'était plus la partie électronique, la partie système embarqué. J'ai fait un petit clin d'œil pour les systèmes embarqués chez VED. Et puis, de fil en aiguille, l'histoire de l'école a fait qu'on a fait converger les aspects système embarqué et cybersécurité pour fonder la première majeure de cybersécurité de l'école, qui était informatique, objet connecté, sécurité, qui s'est aujourd'hui divisée en deux majeures de cybersécurité, une sur les objets connectés, objets connectés et cybersécurité, et l'autre sur le cloud et le DevOps en fait, et le DevSecOps très exactement. Et donc je suis plutôt en charge de ces aspects-là, donc d'une des deux majeures, mais globalement de la cybersécurité aujourd'hui, des enseignements de cybersécurité, donc on a aussi un bachelor en cybersécurité, voilà. Et ce n'est pas si loin de mon expérience de la Formule 1 en fait. Il prépare déjà les transitions. Ah, vous avez vu. C'est incroyable. Parce que du coup, vous êtes à l'ESIF depuis combien de temps Alors, moi, ça fait longtemps que j'intervenais, mais en tant que permanent, ça fait 6-7 ans que je suis là. Ah, d'accord. Et vous intervenez déjà avant ? Et j'intervenais déjà, parce qu'avant d'être... pour la petite histoire, avant d'enseigner à l'ESILV, j'enseignais à Centrale. Et en fait, c'était un de mes collègues de Centrale qui faisait des cours ici d'électronique et qui un jour n'a pas supporté un amphi, qui était trop bruyant pour lui. Du coup, il est revenu dans le bureau, il était complètement scandalisé. Et j'ai pris sa place. Alors ça, c'est une anecdote auquel on ne serait pas attendu. D'accord. Alors, en même temps, c'était un cours sur les transistors et franchement, à l'époque, je pense que c'était... il avait fait un cours un peu trop exigeant pour des premières années. Donc, voilà. Non, il est vraiment rentré... et plus jamais je mettrai les pieds là-bas, quoi. Voilà, puis moi je suis venu, puis de fil en aiguille, vous avez aimé le mindset m'a beaucoup plu en fait. Ah oui. D'accord, ouais. Ok, super intéressant. Ouais. Et ça fait déjà un petit moment, vous avez assisté à beaucoup de soutenances de Vinci EcoDrive. Oh là là, oui. Voilà, pour les soutenances projets de l'EGPE, donc vous avez là maintenant un petit background sur ce qui se passe au sein de VED. Question simple, qu'est-ce que vous pensez de cette association ? Alors moi je l'ai vu, je l'ai pas vu depuis sa naissance du coup, oui. mais du moment où je suis arrivé effectivement à aujourd'hui, je l'ai vu croître. Il y a eu un moment de flottement dans cet assaut, mais très franchement j'étais très impressionné, surtout ces 3 dernières années, du niveau qu'a atteint l'association en termes de quasi-entreprise. On a vraiment vu une évolution en termes de management, en termes de structuration de l'assaut, qui est relativement autonome. Et très franchement, c'était très agréable de voir, alors qu'effectivement, historiquement, il y a eu un moment qui a été un peu compliqué, de voir que ça s'est repris en main et que les étudiants ont réussi. Et c'est toujours la réussite des étudiants, une association étudiante. Ça ne dépend que des étudiants, une association étudiante. Nous, les profs, on a beau vouloir aider, etc. C'est de toute façon votre champ de jeu. Et là, vraiment, VED, oui. VED, c'est une belle réussite à ce niveau-là. Et puis, avec des défis... voilà, des projets, des défis, il y a plein de choses à relever. Et ça, c'est top aussi. Voilà. De notre côté, on a encore plein d'idées.
Donc, de toute manière, voilà. L'aventure VED est loin de s'arrêter. Est-ce qu'il y a une autre association dans l'école aussi que vous suivez tout particulièrement? Ouais. Et si oui, pourquoi? Alors, bon, on en parlera un peu après. VED, c'était assez naturel pour moi. Oui, pareil, Voilà, oui, ça c'est sûr. on en parlera On en un peu parlera. après. Ce qui était naturel pour moi aussi, c'était DaVinci Bot, que j'ai beaucoup suivi au début. Tout simplement parce que l'embarquer, parce que en fait quand j'étais à Centrale, j'étais beaucoup sur des parties de diagnostic, de capteurs, d'actuateurs, donc c'était une association pour laquelle c'était assez naturel pour moi aussi d'aller voir ce qu'ils faisaient là-bas. Et puis après, il y a Leofly, mais là c'est Leofly, c'est arrivé le moment où effectivement, dans cet assaut, il y a eu un besoin de monter en compétence sur l'embarqué. Et assez naturellement, je me suis retrouvé dedans parce que j'étais dans le bureau où on faisait un peu d'embarqué à l'époque. Et donc, naturellement, voilà, ça s'est suivi. Puis, Leofly, une belle asso aussi. Alors, bon, maintenant, il y a DaVinci Code, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'ils font de la De cyber, et base, c'est pour ça que je forcément. m'attendais justement Voilà. à ce que vous Non, il y a sortiez eu d'autres assauts techniques dans mon histoire. J'ai commencé par là. Puis, alors, DaVinci Code, ça a été une longue histoire aussi. C'est une longue histoire un peu d'amour pour moi, dans le sens où j'ai commencé à pusher la cybersécurité à l'école et que je me suis dit que la meilleure façon que ça prenne, la seule façon que ça prenne, c'est que ce soit les étudiants qui la pushent. Donc, avant qu'il y ait de DaVinci Code, il y a eu d'autres étudiants qui faisaient de la cyber, qui ont commencé à donner des cours, qui ont voulu monter des choses, que systématiquement j'ai essayé de pousser un peu en avant, que j'ai essayé d'aider, jusqu'à ce que DaVinci Code se crée, que DaVinci Code qui est aussi une très belle asso, jeune, qui a besoin encore de maturité sur certaines choses, mais qui est vraiment devenue une très belle asso, avec laquelle on a un partenariat avec les Sylves, parce qu'aujourd'hui, ils font partie de... C'est un élément de la pédagogie de les Sylves en cybersécurité. Ok. Là, du coup, donc, vous avez parlé de votre expérience à Centrale aussi. À l'ESILV, ça a toujours été quelque chose de très important, c'est l'association. Donc il y a vraiment énormément d'associations dans cette école. Est-ce que du côté de Centrale, les associations sont autant mises en valeur que le font l'ESILV? Eh bien, je n'en ai pas souvenir. Je n'ai vraiment pas de souvenir de ça. Les souvenirs que j'ai de Centrale, oh là là, c'est à l'époque, parce que ça a changé aujourd'hui, hein, ça a changé. Ils ont copié les Sylves, donc ça a changé. Non, mais je suis limite, je suis un peu sérieux dans la mesure où, quand j'étais à Centrale, j'étais dans un labo, le laboratoire d'informatique et systèmes avancés, à côté duquel il y avait l'équipe de robotique qui préparait la Coupe de France de robotique, donc avec qui on avait beaucoup d'interactions, et où on voyait défiler les rares étudiants de Centrale. Parce que c'est pas le mindset là-bas, c'est une école qui prépare des gens à des postes de management dans l'ingénierie, d'accord. Donc c'est des ingénieurs généralistes d'un certain niveau. C'est pas des techos, c'est pas des j'y mets la main, etc. C'est moins vrai aujourd'hui, hein, parce que et donc il y a nous en fait on avait dans le labo on avait le Fab Lab de l'époque. On était les makers de Centrale en fait. Et donc on voyait passer les étudiants qui voulaient monter typiquement des startups. Moi, je me souviens d'étudiants qui venaient, qui étaient allés voir des profs pour demander à des profs du bâtiment enseignement. Vous voyez, il y avait le bâtiment enseignement, le bâtiment laboratoire. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. On était au bâtiment laboratoire et les profs aidaient absolument pas les étudiants. Il n'y avait que nous, dans les labos, c'est-à-dire les gens qui faisaient des pratiques, qui aidions les étudiants. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles, quand je suis arrivé ici, où j'ai vu le dynamisme qu'il y avait, très franchement, j'ai vu le dynamisme, j'ai vu la volonté d'entrepreneuriat, j'ai vu le punch des étudiants. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sois convaincu de venir ici. Surtout qu'il y avait un vrai challenge. Moi, on m'a posé un challenge à l'époque, c'était de faire de la pédagogie par projet. Donc j'ai eu carte blanche pour monter des modules où on allait faire un peu le côté maker, quoi. Bon, après, le passage à l'échelle, quand on a une promo de 300 étudiants, aujourd'hui de 600, c'est compliqué d'embarquer tout le monde sur ce genre de topic-là. Mais voilà, ouais, non, j'ai beaucoup aimé ça. Et non, je trouve qu'à l'ESILV, il y a plus. C'est plus vivant de ce côté-là. Par rapport à ce que j'ai connu. Aujourd'hui, Centrale Supélec, ça change. Je dis qu'ils ont copié les Sylves parce qu'ils se sont mis beaucoup plus à la pédagogie projet qu'avant.
où, dans notre labo, on était un peu, on essayait d'initier ça, mais entre essayer d'initier ça dans une grande école qui a du mal à bouger, et puis venir ici où on vous dit il y a carte blanche, nous on essaye, voilà, on essaye de disrupter un peu le modèle académique et tout. Voilà, donc je me suis trouvé assez vite bien ici. Et est-ce que c'est ça du coup qui vous a le plus choqué, enfin positivement en allant à l'ESIL, ou il y a vraiment encore quelque chose qui vous a encore plus surpris dans cette école et qui vous a fait dire bon bah je reste ici maintenant Je vais dire les étudiants, mais bon. Il y a toujours, chaque année, des étudiants qui vous surprennent en mode vraiment waouh. Enfin, j'ai envie de dire, bon, il y a beaucoup plus. Tous les ans ici, il y a des élèves qui me surprennent. Quand j'étais à Centrale, ils sont tous bons, mais ils n'étaient pas surprenants à l'époque. Encore une fois, je dis bien à l'époque sur les élèves que j'ai vus. Hein, ce n'est pas tous les centraliens du monde, et je vais me faire taper dessus sinon. Mais oui, non, l'aventure humaine avec des étudiants, franchement, oui. Je pense que c'est ce qui donne sens à mon métier. Enfin, c'est ce qui est moteur, et c'est une des raisons pour lesquelles je reste toujours très investi dans les projets. Parce que c'est souvent dans les projets que vous vous révélez, et donc souvent dans les assos techniques où on voit très clairement. Alors je vais lancer un appel. Les assos techniques, c'est extrêmement formateur. C'est tellement formateur que, je vous parlerai de moi un peu après, mais bon, moi j'ai été recruteur pendant un certain temps. Je sais à quel point ça fait la différence sur un CV d'avoir appartenu à une asso technique où tous les recruteurs savent très bien ce qu'il y a derrière, de sacrifice, de travail, de passion. C'est vraiment quelque chose qui marque un CV. Okay, bon, c'est génial, on n'a même pas besoin de faire notre promotion. Non, vous n'aurez pas besoin. Directement en live sur le podcast. Vraiment, j'ai plus besoin de travailler, c'est parfait. Là maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de vous, et enfin plus particulièrement de vos expériences. Quand on est sur votre LinkedIn, vraiment, on est vraiment obligé de scroller pour voir toutes les expériences. C'est vraiment très compliqué d'en sélectionner une. Enfin, on en a quand même sélectionné certaines. Mais j'aimerais du coup qu'on parle de Renault Sport Racing. Oui, ça a commencé par là. Voilà. Parce qu'effectivement, je suis un vrai ingé, pur jus. Ma spécialité, c'était le diagnostic, la sûreté de fonctionnement. Donc, j'ai travaillé un peu plus de 5 ans en fait chez Renault, côté moteur. À l'époque, c'était Renault motoriste, Benetton et McLaren pour les châssis. Et donc je travaillais à ce moment-là en collaboration avec les ingénieurs piste. En fait, il y avait deux choses. Il y avait la partie piste, qui était la partie instrumentation du moteur, donc poser les capteurs, et puis le fameux tour de piste. À l'époque, il fallait qu'ils transmettent les datas uniquement quand ils passaient devant le paddock, et récupération, analyse en temps réel, l'ingénieur piste en train voilà. Ça c'est ma majeure, c'est bon, je commande. Dès qu'on parle de data, c'est parti. Donc il y avait cette partie-là. Le logiciel s'appelait Alice à l'époque. Et donc je travaillais beaucoup en interaction avec la personne qui s'occupait de ça, parce que moi le gros de mon travail par contre était en amont, plutôt sur la partie sûreté de fonctionnement, parce que sur un moteur de Formule 1, et j'imagine que c'est toujours vrai aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces qui ne survivent pas à une course, et celles qui survivent, elles sont dans l'état où elles sont. Et vu le prix d'un moteur de Formule 1, on essaye d'en recycler un maximum, mais pour ça, il faut elles sont suivies en fait. Elles sont suivies comme une personne, avec tous les incidents, les contrôles qualité qui sont faits dessus, les modifications quand il y a eu de nouvelles modifications mécaniques sur la pièce, je pense au piston notamment, les dilatations observées. Donc tout ça c'est stocké dans une grande base de données, et à l'époque où je suis parti, l'idée c'était que nous en fait on remontait des rapports aux ingénieurs qui fabriquaient les moteurs, qui choisissaient les pièces. Chaque pièce était choisie avec son petit nom. Tiens, on va mettre Alpha 12, Oméga 13, là, puis pour l'arbre à cam on va prendre celui-là. Et c'était dans une grande liste, donc il fallait faire de l'aide à la décision. Donc effectivement, il y avait tout cet historique qui était stocké. Et au moment où je suis parti, au moment où ils essayaient de merger ça avec Katia à l'époque, donc le bureau d'études, de façon à ce que les ingés de bureau d'études puissent, en cliquant sur une pièce, avoir tout son historique, toutes ces données,
et puissent prendre la décision, déjà, eux, en amont, de faire une proposition de montage qui était discutée avec les ingénieurs monteurs. Donc voilà, je suis parti à ce moment-là, et je suis parti à ce moment-là parce que ça s'y prêtait. Donc, j'allais poser cette question, on a tout de suite la réponse. Non, mais ça s'y prêtait. Il y a deux raisons. Enfin, je cache pas que ça a été un moment de ma vie où j'étais jeune, j'étais plein d'idéaux, plein de passion. J'ai eu pendant 1 an là-bas un management assez nocif. Ça s'est mal fini par rapport à ça, mais j'aurais pu rester malgré tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, toute la partie informatique de Renault Sport a été remplacée par toute la partie informatique de Prost, qui avait sa propre écurie qu'il avait fermée. Et donc, on avait récupéré tous des gens de chez Peugeot, du coup, Prost Peugeot. Et quand une équipe arrive, en général, elle fait le ménage. Donc, encore une fois, là, ils avaient viré tous mes collègues, ils m'avaient gardé que moi, parce que j'ai toujours été en mode punchy. Enfin, moi, quand il y a un nouveau truc, on me propose une nouvelle mission, en général, je prends. J'aime bien. Bon, voilà, j'aime bien. Et donc, ils voulaient me garder, mais là, je me sentais vraiment pas de rester, alors que j'avais des amis très proches qui avaient été... Voilà. Écarté du jeu. Oui, ok. et puis en plus, on me demandait de reprendre leur travail. C'était très compliqué après. Donc ça, ça définitivement fait que je suis parti, mais donc pas pour des raisons de passion, pas pour des raisons de management et voilà. Bon là du coup on a un peu parlé du mauvais côté de l'expérience, mais est-ce que vous avez un souvenir oui, je pense que vous avez des bons souvenirs. Si Oui, on devait en citer un, j'ai plein de bons souvenirs. vous a marqué. Je crois que ça va être très dur, parce que c'était plus une question d'ambiance et vraiment de passion. Enfin, tout le monde bossait. Enfin, je sais pas, c'est la passion, quoi. Globalement, je pourrais pas dire. Ça n'a pas été mieux de rencontrer des pilotes de Formule 1 que leurs ingépistes, que d'aller sur un Grand Prix ou pas. Les Grands Prix, j'y allais pas souvent. On y allait une fois par an, nous. Pas comme les ingépistes qui étaient tout le temps là-bas. Mais globalement, ça reste une expérience très positive. Vous enlevez le fait que j'ai quand même fait un burn-out là-bas à cause d'un manager un peu à la con. Et pardon. Voilà, c'est dit. Ah oui, on oui, n'a oui. pas cité de nom, on peut dire. Non. Oui, oui. Non, en plus aujourd'hui, je sais très bien où il est chez Renault. Et ouais, je pourrais vous. Il est toujours chez Renault. Donc. Et il est toujours chez Renault. Oui, c'était quelqu'un d'un peu malsain, voilà. Bon. L'histoire voudra que plutôt que de lui casser la tête, j'ai cassé son ordinateur avant de sortir de son bureau. Voilà, vous saurez tout. Je pense que juridiquement, on a moins de problèmes en faisant ça, c'est sûr. Mais bon, après, il était quand même question que je pouvais décemment pas rester là. Globalement, je pouvais pas. Bon, ça n'a pas été simple, mais c'était comme ça. Ok. Et là, dans notre association, il y en a certains qui veulent pourquoi pas se diriger vers une carrière dans le sport auto. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez leur donner? Pour arriver à trouver ou pour... Parce que oui, c'est vrai que c'est deux choses. Ouais, voilà. C'est vrai. Pour arriver à trouver, c'est vrai que ça dépend. Donc la Formule 1, c'est un milieu qui reste très fermé. Mais à l'ESILV, il y a des alumni qui sont dans la Formule 1. Donc si vous voulez y aller, via votre réseau d'alumni, vous avez des touches. C'est jouable. Et maintenant, pour s'épanouir du coup dans le milieu. Non, mais on va pas dans ce milieu-là si de base on n'est pas. Enfin, je vais vous dire un truc. Ça va vous paraître très bizarre, mais vraiment très bizarre. Mon premier stage ingénieur, je l'ai fait, l'équivalent du stage d'A4, je l'ai fait dans une boîte qui faisait de l'équipement de station-service. Bon, c'était du système embarqué. Le deuxième, mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Souriau Diagnostic Électronique, qui était une boîte qui fournissait les équipements électroniques, notamment pour Citroën, et j'ai travaillé sur la première Citroën multiplexée, c'est-à-dire la première version de numérique dans les bagnoles. J'ai travaillé chez Renault Sport, et je n'ai pas de voiture. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de voiture. Et je n'ai pas de plaisir à conduire. C'est encore pire, c'est pour vous dire. Mais par contre, l'automobile, comme objet de technologie, je trouve ça extrêmement fascinant. Et j'ai rencontré plein de gens, notamment chez Citroën, qui n'avaient pas de voiture.
et qui était là parce que, en soi, l'objet technologique était une motivation. La performance était une motivation. Mais voilà, tout le monde. Il y a des gens qui, par exemple, tous les gens qui s'occupent de chevaux dans les écuries veulent pas être jockeys, quoi. Mais aiment les chevaux. Et voilà, et la proximité des chevaux. Donc effectivement, l'objet technologique, la performance humaine dans la création d'une automobile, en plus une automobile qui va vite, voilà, il y a quelque chose de fascinant. Mais effectivement, moi, je n'ai pas de voiture. Voilà, c'est comme ça. C'est trop bien de dire ça parce que c'est vrai que c'est aussi un peu l'idée qu'on veut diffuser pour VED, c'est que on n'a pas besoin déjà de s'y connaître énormément dans le domaine de l'automobile, juste de s'intéresser à comment fonctionne on va dire une écurie de sport auto, Oui, voilà. oui. Le fonctionnement, les backstage, voilà. Juste ça, voilà, c'est ce qui fait toute la motivation et on n'a pas besoin de connaître tous les pilotes de Formule 1 depuis des années pour entrer dans l'assaut. Donc voilà. Et dans l'association, on fait même encore plus fort, c'est que, il y en a beaucoup qui le savent, mais tous nos pilotes. Les derniers pilotes n'ont pas de permis même. Ah bien. Voilà. Nos derniers pilotes, voilà, bon comme ça maintenant tout le monde le sait. Nos derniers pilotes, voilà, qui ont fait le Shell, voilà, n'ont pas de permis de voiture. Donc vraiment, il y a des incohérences comme ça, hein, c'est sûr. Mais ok, bon non mais voilà, trop bien que vous dites ça parce que c'est vraiment l'image qu'on veut transmettre. Vous avez mentionné que vous êtes allé quand même à certains grands prix, même si c'était les ingépistes qui ont fait le plus de grands prix. Vous êtes allé auquel? Nürburgring. Okay. Est-ce que c'était du coup, là aussi, comment ça s'est passé cette expérience? Ça l'était comment? Alors déjà c'était une expérience d'entreprise, c'est-à-dire qu'une fois l'an, tout le monde allait sur un circuit. Moi, j'avais un fait pour le Nürburgring. C'est comme ça. Et l'expérience, c'est l'expérience de n'importe qui va sur un Grand Prix, parce qu'on n'avait quand même pas accès au paddock, on n'était pas derrière. Enfin voilà, on s'était assis, puis les bagnoles qui passent. Et ça, c'est peut-être un peu j'aurais aimé être une fois. Plus être dans le feu de l'action. Ouais, pour voir, parce que j'entendais tous les ingépistes qui parlaient. Puis je travaillais avec eux dès qu'ils rentraient de Grand Prix, on retirait toutes les datas, on analysait, machin, donc ils racontaient tout. Des anecdotes sur les... Non, je ne vous raconterai pas d'anecdotes sur les pilotes de Formule 1, mais certains étaient plus doués que d'autres pour parler aux ingépistes. Typiquement, un mec comme Schumacher, il avait vraiment la réputation après un tour de piste, il était capable de sortir de voiture et de d'expliquer tout ce qu'il lui fallait, quoi. Il savait le faire et les ingés faisaient. C'était pas le cas pour d'autres, mais qui ont pas eu la même carrière non plus. Mais il y en a vraiment qui avaient ça dans le sang, quoi. Ouais, ça c'est vraiment ce qu'il essaie de montrer dans le reportage sur Netflix de Schumacher. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu, non. Mais c'était vraiment que oui, les pilotes de Formule 1 qui ont eu vraiment les meilleures carrières, c'était non seulement des bons conducteurs, des bons pilotes, mais c'était aussi des bons mécaniciens et qui savaient interagir avec l'équipe. Donc c'était vraiment deux choses complémentaires. Et très clairement. Vous le dites encore. Ouais. Donc, oui. Non, mais ça, lui, c'est toujours ce qu'on m'a toujours dit. Il y en a eu quelques-uns comme lui. Il y en a d'autres qui étaient de bons pilotes, mais qui effectivement étaient incapables de parler avec les gens qui réglaient leur voiture, quoi. Ok. Et en termes justement, là donc vous avez parlé avec des ingépistes qui font pour le coup des grands prix. Est-ce qu'ils vous disent que c'est, j'imagine, éprouvant et que c'est très éprouvant. Ils ont plus d'énergie, qu'ils ont plus d'énergie vitale. Oui, c'est très éprouvant. C'est très très éprouvant. Puis et puis il y a les enjeux de sécurité tout au long. Vous pouvez pas vous imaginer. Alors c'est là où je dis mon petit dada de la cybersécurité, de la sécurité de la data. Vous pouvez pas vous imaginer le niveau d'espionnage qu'il y a dans ce milieu-là. D'accord. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Ah oui, okay. Oui. Ah oui, là ça espionne dans tous les sens, donc tout le monde est suspect de tout. Et en même temps, il y a des espèces d'aberrations, c'est-à-dire que typiquement au moment où Renault a arrêté d'équiper, c'était Williams, ils ont fait un cadeau. Williams a demandé un cadeau à Renault. Un moteur. Mais moi, je leur ai vidé le moteur.
je leur donne les culasses, quoi. Enfin, vide à l'intérieur. Ils ont tout donné. Bah, bizarrement, le moteur de la Williams de la saison d'après était très proche de celui de Renault. Et non, mais des trucs comme ça, alors qu'ils étaient paranoïaques. Enfin, je veux dire, les moteurs, à l'époque, hein, je ne peux pas dire aujourd'hui, ça remonte quand même, hein, sur mon profil LinkedIn, vous savez. Enfin, à l'époque, c'était des légionnaires qui gardaient les moteurs quand même. Pendant tout le temps de la course, il y avait des anciens légionnaires qui étaient aux quatre coins des moteurs. Le mec qui s'approchait, mais il se faisait même pas, il s'approchait, quoi. Donc en plus, ils étaient tout cachés, tout bâchés, tout machin. Non, non, dans le camion, quand ils étaient transportés, il y avait les mecs qui étaient dedans. Fallait pas s'approcher, fallait pas ceci, fallait pas cela. Et il n'empêche que si vous allez au musée Williams aujourd'hui en Angleterre, vous verrez un moteur complet de Renault, ce qui est juste un peu un truc de dingue. Puis il y a eu des trucs comme ça, hein, des gens pas contents qui ont fait du data leak, qui ont fait filtrer des tas de données sur les pièces, sur les moteurs, et puis qui sont partis avec. Et en même temps, au moment où je suis parti, ils en étaient à vouloir mettre des détecteurs un peu partout pour savoir en temps réel où était chaque salarié. Ce qui est limite, hein, niveau RGPD, là on est limite. Hein. Mais il y avait une telle paranoïa de tout que... Ouais. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi un gros contexte cybersécu avec... là, j'imagine aujourd'hui, j'imagine que oui. Là, quand je suis parti, c'était plus de l'espionnage industriel. Aujourd'hui, on sait que ça passe essentiellement par les vecteurs numériques. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ils doivent avoir une politique de cybersécurité assez violente. Ouais, j'imagine. Ok. Et donc, après cette expérience chez Renault, qu'est-ce que vous avez fait ? Dans quoi vous êtes orienté ? Alors, moi, après Renault, j'ai eu... c'était le moment d'une remise en question, parce que en fait, j'avais toujours voulu... en tant qu'ingénieur, travailler dans de la très haute technologie. En fait, au départ, j'aurais voulu plutôt de l'aérospatial, etc. Bon, mais je ne sais pas. L'automobile a décidé d'eux. Donc la Formule 1, c'était très bien. Donc une fois que j'ai quitté ça, je vous ai dit que j'avais rencontré des problèmes de management. Et c'était la période où moi, j'ai bifurqué et je suis devenu consultant RH, en fait. Et j'ai fait du recrutement. Mais vraiment avec l'idée de me dire... les mecs comme ceux que j'ai vus, il faut les dégager, il faut trouver des mecs bien pour mettre au poste clé, quoi. Donc ça a duré que 2 ans. 2 ans un peu effectifs. Parce que là, encore une fois, je me suis heurté à un truc. Des problèmes de management. Ouais, mais là, des problèmes d'éthique. Non, problème d'éthique. Non, parce que j'étais freelance. Attention, là, à partir du moment où j'ai quitté Renault Sport, la dernière fois, à partir du moment où j'ai quitté Renault Sport, j'ai toujours été freelance. Jusqu'à ce que je signe un contrat ici. C'est les Sylves qui m'a rattrapé. Mais sinon, moi, j'ai toujours été freelance. Même à Centrale, du coup ? Ah oui. J'étais freelance. Ah oui. J'ai toujours été... je voulais plus travailler pour quelqu'un. Je voulais pouvoir choisir les gens pour qui je voulais travailler. Et ne pas avoir les contraintes que j'avais vues, qui m'avaient juste un peu gâché cette expérience-là quand même. Et quand j'ai fait du recrutement RH, en gros, pour la faire simple, je recrutais des profils très hype. Il y avait énormément de concurrence, des mecs, genre des chefs de projet pour des équipes de 500 personnes, quoi. Et un jour, j'étais sur un contrat, je chassais quelqu'un pour une grande ESN, dont je ne dirai pas le nom, naturellement. Mais où en gros, on m'a fait comprendre que pour remporter le contrat, sachant que quand on est freelance dans ce genre de truc, quand vous placez un mec dans un endroit, vous touchez 10% de ce qu'il gagne. Le mec que vous placez, il est à 1 000 € par jour. Vous voyez, donc vous en placez 3-4 comme ça, puis vous pouvez vous détendre un peu quand même. Voilà. Donc ça... Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Ah oui, il y a des TGM, donc des taux journaliers pour certains experts, qui effectivement vont entre 1 000 et 1 500 € par jour quand ils sont en mission chez quelqu'un. Donc celui qui le place, normalement, il prend 10%. C'est dans le tarif dans lequel vous vendez... Et puis si vous voulez vraiment le placer, vous acceptez de descendre. Enfin voilà, vous reniez sur votre marge, mais en gros, c'était le boulot, c'était ça. Et puis là, j'avais un mec, un cador, qui était déjà CEO d'une boîte, mais bon. Et en fait, pour remporter le contrat, il fallait juste que j'emmène les gens de la dite ESN en soirée dans Paris, dans des endroits où il y avait plus ou moins de filles. Et j'ai dit non.
Je ne suis pas contre la prostitution, hein, vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, pas à des fins... non, là, non. Donc, non, j'ai fait non. C'est hors de question que je fasse ça. Et je me suis dit que là, j'étais en train de fricoter avec les niveaux de management où j'allais rencontrer mes limites d'éthique. Donc, j'ai fait stop et je me suis dit, bon, alors, j'ai eu cette expérience malheureuse. J'ai essayé de trouver les gens, placer les gens bien au bon endroit, mais le système, il avait l'air un peu pourritos. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Me retourner vers les jeunes et les former pour qu'ils soient prêts. Voilà, pour un peu ce qu'ils vont rencontrer. Donc, là, j'ai eu un... On parlera de mon autre vie peut-être après, mais voilà, ma vie professionnelle, celle-là. Vous avez eu combien de vies? Oui, plusieurs, je sais, on me le demande souvent. Et donc c'est là que je me suis vraiment dit l'enseignement, quoi. Mais j'ai toujours aimé enseigner. Donc après cette phase de recrutement donc, en RH, ensuite c'était l'enseignement. Ensuite c'était vraiment jusqu'à maintenant. Alors finalement. Ouais. Okay. Et donc vous avez commencé où l'enseignement? Alors l'enseignement, en fait, comme j'étais freelance, j'avais plusieurs établissements. Alors j'ai fait au début le SME Sudria parce que j'avais un pote qui était là-bas, qui était responsable du labo télécom et qui avait besoin de compétences que j'avais. Donc j'ai aidé, puis de fil en aiguille, il y a eu le CE à un moment. Il y a eu Centrale qui m'a pris, voilà, qui était intéressant pour plein de raisons. Bon, et puis il y a eu les Sylves. Ouais. Vous avez toujours pas de questions, les gars? Non? Il y a quelque chose quand même qui m'a rendu curieux, c'est quand vous avez parlé de votre autre vie. Oui. Ah oui. De quelle vie s'agit-il là du coup? Eh ben, c'est sur mon LinkedIn, hein, je le cache pas. Depuis à peu près l'âge de 15 ans, je fais des arts martiaux, je m'intéresse aux philosophies d'Extrême-Orient, à la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je forme des gens, je forme des adultes au massage traditionnel chinois, je forme des adultes aussi pour les arts martiaux et aux techniques prophylactiques chinoises. Donc ça, c'est une grosse passion. J'étais pendant de nombreuses années président d'une grosse fédération française qui regroupait des enseignants de disciplines chinoises diverses et variées. J'étais directeur technique, j'étais vice-président, président. Bon voilà, j'ai beaucoup donné de temps là-dedans. Ça a été un moment aussi, quand j'étais freelance, un foyer de revenus. J'ai donné des cours. Alors évidemment, ce n'est pas le même public que quand on s'adresse à des étudiants. C'est plutôt des adultes qui sont souvent dans des voies de reconversion ou des voies de développement personnel. Mais voilà, ça m'a pris beaucoup de temps et aujourd'hui, c'est ma deuxième vie. Donc là, actuellement, je continue. Ouais. Okay. C'est-à-dire quand je ne suis pas à les Sylves, en général, je suis ailleurs en train d'enseigner. Ouais. Mais effectivement à des adultes. Ouais. C'est marrant comme expérience parce que vraiment vous mélangez le mot art martial et le mot massage. Du coup on ne sait pas oui, est-ce qu'on fait plus de mal ou de bien parce qu'une fois tous mes maîtres m'ont appris en fait qu'une fois que vous avez cassé quelqu'un, quand on est un être humain, normalement on le répare. Voilà, et donc ça a toujours été de pair. En vrai, ça a toujours été de choses et même dans la tradition chinoise, qui ont toujours été un peu de pair. Pour une bonne raison. C'est que contrairement au Japon, par exemple, qui s'est forgé une idée du guerrier comme quelqu'un qui a un statut social, en Chine, le guerrier, je parle de la Chine d'avant, hein, elle n'est pas demandée à Xi Jinping. Dans la Chine ancienne, le guerrier n'avait pas de place. C'était le lettré qui avait de la place, c'est-à-dire l'intellectuel, celui qui savait, celui qui avait la connaissance. Lui avait un statut social. Le guerrier, c'était plutôt un chien fou dont on se disait on va lâcher la laisse que quand il y a les méchants qui arrivent. Donc, à défaut de statut social, il était obligé de s'en créer un. Et donc, l'idéal martial chinois, il est toujours nimbé de vertu, de connaissance, de poésie et de médecine notamment. Donc, c'est assez traditionnel en fait. Ok. Et cette passion-là de la culture chinoise, du coup, vous êtes tombé dedans un peu comme ça ou d'où c'est venu? Alors j'ai d'abord eu une passion pour la culture japonaise. Ce qui se trouve que, alors là peut-être, j'ai commencé par le karaté comme beaucoup de gens à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arts martiaux qui existaient et j'avais commencé par ça.
parce que je viens d'une banlieue un peu pourrie où c'était une des conditions quand on est un mâle de l'espèce des êtres humains de survie. Il valait mieux appartenir à un groupe et on avait le choix entre boxe thaï ou karaté. Karaté, c'était plus près de chez moi. Voilà. Et donc ça a commencé comme ça. Il s'est trouvé que pendant mes études à Compiègne, j'ai fait l'université de technologie de Compiègne, j'ai suivi un cursus, c'était un gros cursus sur les 5 ans de de japonais, dans le but de partir au Japon, faire de la veille technologique au Japon. Bon, il se trouve que je ne suis pas parti au Japon, parce que les Japonais, dès qu'ils ont appris ça, ils ont fermé les stages. Ah oui, les Japonais sont très forts. Ma promo devait partir. On était la première promo à partir comme ça. Parce qu'en fait, à l'UTC, il y avait un gros pôle, l'équivalent des soft skills chez nous. Un gros pôle com, etc. Et effectivement, ils avaient observé que les Japonais savaient préparer les gens qu'ils envoyaient en France, typiquement, à une vraie connaissance de la culture française, mais au point que, quand ils faisaient de la veille technologique, c'est de l'espionnage industriel. Les mecs étaient capables de choisir un vin pendant un repas, de parler de la culture française. Et donc, quand vous avez quelqu'un comme ça qui maîtrise votre culture, vous êtes moins alerte en termes de vigilance. Okay, et donc, l'idée qu'il y avait eu, c'était on va faire la même. Donc nous, on avait été formés pendant 5 ans, la tradition japonaise, comment on s'habille, les rites, tout ça, et on était prêt à partir en stage. Et là, les Japonais, quand ils ont appris ça, plus de stage au Japon. Toute ma promo, on est resté le bec dans l'eau. La promo suivante, les Japonais ont rouvert les vannes. Et les mecs sont allés au Japon. Et c'est là où c'est drôle, c'est que du coup, moi j'ai assisté... On ne les a jamais retrouvés. Non, si. Ah, si. Les mecs, quand ils sont revenus du Japon, ils sont revenus à la cérémonie des diplômes. Et celle-là, ils sont venus tous en tenue traditionnelle japonaise. Ils ont récupéré leur diplôme en tenue traditionnelle japonaise. Et vous savez où ils travaillent en ce moment ? Tous en France, pour des boîtes japonaises. Donc, ils devaient aller travailler pour des boîtes françaises au Japon. Les Japonais, pendant 1 an, ils se sont préparés. Ils se sont dit, on va rencontrer des mecs ils vont être formés à notre culture. Donc, quand ils sont arrivés en stage, ils leur ont fait en mode... Tiens, vous aimez notre culture, on vous en redonne, on vous en redonne, on vous en redonne. Ils les ont rendus plus japonais que les Japonais. Du coup, maintenant, ils sont en France pour faire de la veille technologique pour les Japonais. Ils sont très, très forts. C'est ce que je veux dire. Très, très, très forts. Ok. Ouais. Et donc, c'est après où vous avez migré. Et c'est après ça, ouais. Okay. C'est après ça. Et comment ça se passe là, du coup, Comment ça se passe Comment ça se passe? C'était plus pour cet art martial là dont vous parlez. Est-ce que vous avez fait des compétitions ou des Est-ce qu'il y a des compétitions de ça déjà? Alors s'il y a des compétitions, elles se passent dans des garages et sans règles. Et en général plutôt à Hong Kong. Donc non. J'ai ma petite gloire, hein. Mais vous ne trouverez pas de vidéo de moi sur Internet. Ah non, vous pouvez chercher, il n'y en aura pas. Mais oui, j'ai eu ma période de combattant. Mais dans ce genre de combat, on rencontre des gens de plein de styles différents. Si vous connaissez le MMA, ça ressemble à peu près à du MMA, mais sans l'uniformisation des techniques, quoi. Et ouais. Et, du coup, vous êtes déjà allé en Chine? Eh ben non. Ah non, c'est vrai, même pas. Okay, même pas. Voilà comment on brise tous les trucs de ouf. Non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle aller en Chine. Si vous voulez dire prendre un avion pour aller en Chine là-bas, non, jamais. Par contre, j'ai vécu 10 ans avec mon maître chinois. 10 ans où je passais en gros entre 4 et 6 heures par jour avec lui, dans la communauté chinoise. Mon stage d'A5, quand je l'ai fait, j'habitais dans le 13e. J'ai baigné dedans extrêmement longtemps et ça surprend tous les gens, et notamment les Chinois, parce que quand je les rencontre, souvent ils sont persuadés que je suis allé en Chine. Parce que je connais très bien leur culture, leur façon de faire, j'ai des mimiques et des expressions, mais je ne parle pas chinois par exemple. C'est-à-dire le chinois que je parle, c'est celui de traité qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout le chinois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous me montrez du chinois actuel, je ne sais pas le lire. Le chinois que je lis quand je veux me faire plaisir le week-end, c'est du chinois que les Chinois ne lisent plus depuis longtemps. C'est à part les lettrés, voilà, parce que c'est des textes de philosophie ancienne, etc. Et donc même pas un petit voyage en Chine de prévu peut-être bientôt. Ouais, je sais, c'est hyper décevant, mais
Mais non, non, pas encore. Mais enfin, la principale raison qui me freine, hein, c'est que j'aime trop la nourriture chinoise. Parce que je me dis, si je vais là-bas, je vais revenir, je vais avoir 20 kilos de plus, hein. C'est le seul truc qui peut me manquer dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle je suis un vrai Parisien. J'imagine que ça doit exister ailleurs, mais à Paris, on a la chance d'avoir des vrais restos chinois. Et moi, il y a vraiment un moment où je suis en manque. Enfin, il faudrait qu'il y ait mes enfants et ma femme pour que vous réalisiez à quel point je peux être en manque. Et je suis obligé d'aller manger chinois et de m'en mettre plein la lampe en mode... voilà, et ça c'est des... Ah, surtout que la culture chinoise, c'est pas un petit peu, on met plein de plats Ah autour de la oui, table oui, et c'est ça, c'est ça, ça c'est peut aller ça. très très vite quoi. Ah, ça peut aller très très vite. Ouais, ouais, ouais. Là, on pourrait parler de diététique chinoise, mais peut-être qu'il faudra un autre podcast pour ça. Je pense qu'on va faire même un podcast dédié à la vie de Walter Peretti. Non, mais bon. En tout cas, ce que je voudrais dire, juste comme ça, si je devais récapituler tout ça, parce qu'on a parlé de moi, c'est très gentil hein, de parler de moi d'ailleurs. Parce que je suis comme tout le monde, j'aime bien qu'on parle de moi. Mais le message que j'ai toujours donné aux étudiants, et dont j'espère que ma vie témoigne, d'une cohérence en tout cas, c'est fonctionner à l'envie, quoi. Fonctionner à l'envie. Et je pense que ça, c'est quelque chose dans les assos techniques qui est évident. Je pense que dans une asso technique, il faut être là pour l'envie d'y être, mais pour la vie tout court, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment important. J'ai toujours mené ma vie à l'envie. Je me suis jamais ennuyé. Je dis pas que c'est facile tous les jours. J'ai rencontré des managers toxiques. Il y a des moments c'est compliqué. Il y a des soirs où vous êtes fatigué. Il y a des moments où vous êtes déprimé. Mais je me souviens, il n'y a pas beaucoup de jours dans ma vie où je me suis levé en me demandant pourquoi je me levais en fait. Et puis j'imagine de fonctionner à l'envie, on regrette moins les choix qu'on prend, étant donné que si on les prend, ça vient de Oui, nous quoi. aussi, ouais. Ok. Je vais refaire un petit passage dans le monde de la cyber. Oh, Donc là, on quitte avec la Chine, plaisir. on retourne. Ils sont pas mauvais en cyber, hein. Et plus particulièrement, la cyber dans l'automobile. Ouais. Oh là là. Quels sont, vous pensez, Oh là vraiment là les là enjeux là là là. Oh de la là là cyber là là. dans l'automobile? Oh là là. Alors, les enjeux de la cyber dans l'automobile. L'année dernière, il y a eu un projet Pays Carré d'un E5 qui a été fait avec la société Expleo. On avait 5 étudiants de la majeure iOS qui ont travaillé sur un toolkit d'attaque automobile. Donc ils ont expurgé un certain nombre d'environnements de pentest pour en gros faire une distribution Linux dédiée à l'attaque automobile. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que si vous allez sur YouTube, vous tapez Expleo, vous devez tomber sur la vidéo qu'ils ont faite. C'est-à-dire que ce produit-là, ils l'ont packagé. Aujourd'hui, ils ont une valise. C'est juste une valise, hein. Ils viennent, ils posent la valise, ils l'ouvrent. Il y a les antennes. Et ils peuvent attaquer n'importe quelle bagnole avec. C'est-à-dire, toute voiture qui est un minimum connectée, aujourd'hui, le mec avec sa valise, il vient et peut essayer de... Voilà, il passe... En fait, il va la scanner, il va choper les vulnérabilités, puis il va pouvoir les exploiter. Donc ils ont cette valise-là, eux l'ont, ça a été fait par des étudiants d'année 5 de l'ESILV, qui a été customisé, mais alors ils ont leurs ingénieurs à eux, hein, mais aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est évidemment que plus les véhicules embarquent d'électronique, déjà ça c'était compliqué, parce que déjà ça veut dire que le garagiste de base, moi je me souviens, j'ai travaillé sur les premiers systèmes experts, où à un moment on expliquait aux garagistes ce qu'ils devaient faire, du genre, donc sur la fameuse XM multiplexée, donc le mec, il ne savait plus la gérer. Il y avait des bus, il savait gérer les câbles analogiques, ça va de là à là, il sait gérer la mécanique, mais un bus avec une unité centrale, il ne sait pas faire, le garagiste. Donc nous, on arrivait avec une petite mallette, tac, qui se pluguait sur l'unité centrale. Et là, moi, j'avais travaillé sur le système expert, où on lui disait à un moment, prenez la tension à tel point. Putain, il faut dire à un garagiste de prendre la tension à tel point, quoi. Le mec, qu'est-ce qu'il s'est dit, le mec, sur son expertise métier technique, quoi. Alors il venait, il prenait, il mettait dans le truc. Puis il disait, maintenant, mesurez la pression, là. Putain, ça devait être dur pour un garagiste de se voir dire par une machine ce qu'il devait faire, qui était son cœur de métier, qui était de réparer une bagnole.
Bon, et on avait des bugs improbables. Hein. À un moment sur la XM, je sais plus, il y avait des trucs du genre, vous mettiez le clignotant à droite et puis vous aviez l'essuie-glace qui se mettait en route. Enfin, des trucs juste de dingue parce que dans le bus, il y avait des problèmes de communication, un truc comme ça. Donc ça, c'était résolu, mais à l'époque, personne pensait attaquer. Mais déjà, l'électronique, ça amenait un... Ok, il y avait moins de câbles, c'est le but, hein, qu'il y ait moins de câbles dans une bagnole. Donc beaucoup moins de cuivre, hein, par rapport aux kilomètres de cuivre qu'il y avait avant. Là, avec les bus, il y en a beaucoup moins. Euh, mais ça créait déjà des bugs trucs. Puis on savait très bien que le mec qui arrivait à se plugger sur l'UC, il faisait ce qu'il voulait de la voiture. Mais elles n'étaient pas connectées, donc il fallait y aller physiquement. Aujourd'hui, elles sont connectées. Hein, vous pouvez, et donc si elles sont connectées, maintenant on peut les taper pas physiquement, en passant par leur connexion. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on essaye toujours plus d'intégrer du numérique dans les voitures Moi, il n'y en a pas des voitures. Moi, je vais vous dire, je connais un motard qui a connu et qui reste sur des motos qui n'ont pas d'électronique. Juste pour le plaisir de sentir le sol dans le guidon, que l'électronique fait disparaître au profit d'une conduite plus facile. Juste pour avoir une expérience plus physique. Ils sont nombreux comme ça. L'électronique, elle enlève une partie de ça, de ce qui devait être le plaisir de conduire et de piloter à un moment au profit de quelque chose de plus intelligent, de plus smooth, de plus smart, de plus automatisé, où finalement le pilote, il devient un homme de trajectoire et il n'a plus le sentiment physique d'être sur la piste en fait. Et puis bientôt, il aura même plus besoin même de conduire finalement, d'être. Oui, oh, ça on n'y est pas encore, Oui, on y est. Mais de moins en moins, c'est sûr. Et donc l'automobile, et d'ailleurs c'était... on a des étudiants qui avaient travaillé dessus en projet, hein, la projection à 2030 pour Valeo, je crois, de ce que serait l'automobile. C'est-à-dire l'automobile ne servira plus à se déplacer. Il faut que l'automobile serve à autre chose. Donc l'automobile salle de réunion, l'automobile pour les gamers, avec les jeux sur les fenêtres, pendant qu'on va du point A au point B. Mais c'est pour ça qu'à un moment, Renault avait racheté tant de titres de la presse, parce qu'ils envisageaient de transformer la voiture en un truc où, ce genre, sur les fenêtres, on pouvait lire Le Monde, machin, et puis les abonnements, et puis on pouvait passer, parce que la voiture, il n'y avait plus besoin de la conduire. Ça, c'est la projection, et ça reste la projection des constructeurs automobiles. Il faut que la voiture serve à autre chose, comme votre téléphone portable ne sert quasiment plus à téléphoner. Donc on appelait ça smartphone, ça s'appellera un smart car, j'en sais rien, mais on ne la prendra plus pour conduire. On la prendra pour autre chose. Donc si l'évolution c'est ça, voilà, l'automobile doit se réinventer. Après, je pense qu'il y aura toujours les gens qui aiment faire de la méca. Et eux, le jour où Internet sera tombé, ils pourront continuer à utiliser leur voiture. Je suis personnellement, mais ça c'est mon côté vieux con, hein, mais je pense que la sobriété numérique, elle commencerait, et je pense que ça on n'y coupera pas, elle commencerait par mettre du numérique là où on en a vraiment besoin. Alors moi perso, dans une voiture, où est l'intérêt de la connexion, si ce n'est pour la rendre intelligente et qu'elle puisse parler avec les autres voitures, pour typiquement, quand il n'y a personne qui la conduit, que ce soit fluide sur le boulevard machin, parce que les voitures, elles savent toutes où elles vont et d'où elles partent, et qu'il y a une intelligence supérieure au-dessus, un chat GPT mode voiture qui va réguler les flux en disant toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. C'est toujours compliqué. Moi, ces trucs-là, c'est compliqué, hein, parce que s'il y a un data center qui se fait noyer, si les Russes décident de couper les câbles d'Internet, et après on fait quoi? C'est comme dans la téléphonie, hein. À l'Elysée, vous imaginez pas que la téléphonie, le téléphone rouge, il soit en Wi-Fi. Hein. Il n'est pas en Wi-Fi celui-là. Hein. Et ils ont tous des moyens de communiquer entre eux. Dans la communauté du numérique, on voit apparaître de plus en plus de gens qui, pour des raisons de résilience numérique, en envisageant l'hypothèse que
les outils qui font tourner notamment les téléphones s'écroulent, hein, notamment l'Internet, réactivent des vieux réseaux de téléphonie, genre pour envoyer des messages courts, genre un peu comme les espèces de trucs que vous n'avez pas connus, mais que moi j'ai connus avant des trucs qui étaient dédiés à s'envoyer des SMS, du genre on t'attend en réunion. Vous voyez, les petits trucs qu'on portait, là, c'était gros comme ça, là. C'était moche à souhait. Mais aujourd'hui, il y en a plein qui refabriquent des trucs comme ça à base de réseaux comme LoRaWAN, etc. En se disant parce que si jamais ça s'écroule, plus personne peut téléphoner. Là, imaginez que vous soyez, vous avez un agenda papier ou pas? Non. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre agenda Google? Je pleure. Ou l'autre, voilà. Et la probabilité, elle est pas nulle. Mais j'ai pas d'agenda papier non plus. Je dis ça, c'est parce que je peux dramatiser. J'ai pas d'agenda papier. Mais les 3 numéros qui m'importent, je les connais. Après, le reste, c'est mes connaissances LinkedIn. Alors, Si on devait connaître les contacts de toutes les connaissances LinkedIn, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ok, et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Pareillement. Voilà, on s'attendait à avoir une discussion qui parte aussi dans plein de domaines, hein, qui nous fasse voyager jusqu'en Chine. Ah, voilà. Donc vraiment, je vous remercie d'être venu. C'est moi. Merci d'avoir pensé à moi en tout cas. C'était un plaisir. Et puis quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de ce podcast. Et très bientôt. Allez, ciao, bye bye.